Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat live sur la guerre bientôt entre FARDC et armée rwandaise RDF 123. Boyoka Bandeko. Bokoyoka débat parce que awa eloko nini baza koloba était cesser le fait parce que et essayer koloba que voilà les deux côtés cesser le fait exact. Alors ba Congolais bazo débat de situation comment bato to benga ki bayaki pon me bango lelo ba essayer loko te biso to yebisaki bango et les sas moko ya aux environs na biso toko riposte. 1-23, ce sont eux qui ont commencé l'armée rwandaise. Et maintenant, biso te riposte une nouvelle panzan. Bandeko, bato yo bako yo kabiloko na ba. Toza na direct donc toza koto. Donc toko attaquer bango directement. Parce que baye ba été toko tika bango sous-tenté. Oh bah le baka trop c'est trop. On en a marre. Na nyonso yo sozotala. On a été que nous en a raison. Bisoto attaqué bango. Mais au moins on a débat parce que et l'autre c'est ba Congolais tambo yo ka débat oyo. Le copé sa vie na yo parce au moins démocratie tantôt muta loba oyo wana. Ezande monde tolandaki na Congo News 24. Do batu mususu o mone kamazana na bula ba Rwanda. Lera zopesa wa commentaire mais yo peut agir pour ko défendre mboka. Alors, bande ko so ta la situation oyo. O mona que vraiment donc mawatu mais toyo kana débat bon après to meka ko solo la. Je l'ai dit dans mon introduction, au Nord Kivu, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, appelée FARDC, et les rebelles du M23 au retour à l'accord de cessez-le-feu. Le commandement de cette force a réagi pour la première fois à travers un communiqué de presse publié hier mercredi en rapport avec cette reprise des hostilités depuis quelques semaines dans la zone. De son côté, Kinshasa accuse le Rwanda d'avoir déployé d'autres militaires sur le sol congolais en soutien au M23. La situation humanitaire dans les zones en conflit s'est considérablement détériorée depuis la reprise des affrontements. Nous en parlons avec Sifa Magourou depuis Goma. Bonsoir Sifa Magourou. Bonsoir Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi. Que peut-on retenir d'abord de la position de la force de l'EAC? Ce communiqué a été rendu public mercredi 25 octobre au même moment que cette force a rapatrié à Nairobi au Kenya le corps d'un de ses éléments, John Ndao du contingent kenyan. Ce soldat a été tué par un projectile le mardi pendant les combats entre l'armée congolaise et la coalition des groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans le groupement de Buhumba en territoire de Nyiragongo. Dans ce communiqué, la force régionale s'exprime pour la toute première fois de la violation de l'accord de cessez-le-feu entre les FARDC et les rebelles du M23 édicté par le chef d'État membre de l'EAC. Une base de cette force située à Kanyamaoro dans la zone de Kibumba a été prise dans le feu croisé occasionnant des dégâts humains dans ses rangs. L'EAC précise que les enquêtes sont déjà ouvertes pour établir les responsabilités et les circonstances. Rappelons que mardi, le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike a reconnu que l'armée intervient désormais dans ces combats qui opposent depuis le 1er octobre les rebelles du M23 à une coalition de groupes armés locaux. Les FARDC et les rebelles du M23 se rejettent mutuellement cependant la responsabilité de ces bombardements de la base de l'EAC à Buhumba. Et que dit le gouvernement congolais à ce sujet? Lors du briefing de presse il y a quelques jours à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la communication et médias ont indiqué que
Lundi 23 octobre, les M23 RDF ont perpétré des massacres en série et ont causé 50 décès et plusieurs maisons calcinées dans les villages Runzenze, Bichoucha et Marangara en chefferie de Bwito. La RDC dit avoir saisi le mécanisme de vérification pour constater les faits et en tirer les conséquences. Ce avant d'adresser ses sincères condoléances aux familles des victimes. Et comment se présente la situation humanitaire actuellement dans la région? Oui, depuis la reprise des affrontements le 1er octobre dernier, la situation humanitaire s'est dégradée considérablement. Les agences humanitaires, notamment OCHA, HCR et le PAM, ont évoqué un grand nombre de nouveaux déplacés, mais aussi l'inaccessibilité de leurs zones de refuge. Le PAM vient d'ailleurs d'annoncer la suspension de ses activités en territoire de Nyiragongo suite à l'éclatement des combats dans cette région proche de la ville de Goma. Une situation qui pourrait aggraver les conditions de vie des déplacés, déjà précaires, notamment les conditions d'hébergement et sanitaires, déplore le président des déplacés de Kanyaruchinya. Voilà la situation. Merci beaucoup, Sifa. Merci Sifa Magourou depuis Goma et Guimaté, professeur Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma et chercheur à Research Connect de l'IRC. C'est un centre spécialisé dans la collecte, l'analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Vous avez suivi avec nous ce tableau brossé par notre consoeur Sifa Magourou depuis Goma au Nord Kivu. Les forces, l'accord de cessez-le-feu a été violé par les FARDC et le M23 selon la communauté d'Afrique, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Peut-on dire, professeur, ou peut-on parler d'échec de tous les processus des pays mis en place pour mettre fin à cette situation de guerre dans la province du Nord Kivu? Oui, merci beaucoup madame pour la question. En fait, au regard de ce qui se passe, on peut dire effectivement que c'est tout ce processus qui a été mis en place pour essayer de trouver une solution pacifique, une solution négociée à cette crise. C'est un processus en fait qui connaît plus des ratés que des réussites, en dépit du fait qu'on est arrivé à déployer la force régionale de laquelle on attendait beaucoup. Malheureusement, plus les jours passent, plus on se rend compte que cette force est confrontée à plus de défis et qui ne lui permettent pas justement de jouer, d'assurer son mandat, n'est-ce pas, qui était en partie un mandat offensif. Et justement, ce qui vient de se passer, la tuerie d'un agent de ces contingents, disons d'un élément de ces contingents, met à nu justement l'hypocrisie qui a été longtemps entretenue par les parties prenantes, qui jouaient en fait à la manipulation, donnant l'impression de pouvoir respecter les cessez-le-feu, alors que sur le terrain, on avait l'impression que la logique de la belligérance n'était pas du tout écartée. Et c'est ce qui fait que, à la suite de ce qui se passe aujourd'hui, la population des Goma est écartelée pratiquement entre la crainte, parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver, mais aussi entre l'espoir, parce qu'elle se dit peut-être que ça sera cette fois-ci une occasion pour le gouvernement congolais de montrer de quoi il est capable. Mais je dois dire que c'est vraiment, on est écartelé, on oscille entre la crainte et l'espoir. Et je dois ici dire qu'il y a toute une série de paradoxes, ces paradoxes en fait qui expliquent ce qui arrive dans la région. C'est que d'un côté, le premier paradoxe, c'est que la feuille de route de Luanda n'a pas été mise en pratique. Il y avait beaucoup d'actions qui étaient prévues, qui ont connu du retard pour être matérialisées. Et on avait même l'impression que le processus était pratiquement arrêté, même si on ne sait pas si on travaillait toujours en coulisses.
Mais le deuxième paradoxe, c'est qu'on a vu aussi d'un côté le gouvernement congolais qui avait accepté les cessez-le-feu, mais qui n'avait pas accepté justement la négociation. Et ici, on peut faire allusion à la dernière déclaration du président de la République lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'il a dit qu'il ne serait pas question pour la RDC de pouvoir négocier. Donc on pouvait déjà lire à travers cette déclaration que la RDC pouvait recourir à la guerre à tout moment. Mais aussi dans ces contextes qu'on a laissé justement les Wazalendo essayer de reconquérir certains territoires, et on a vu comment justement les forces de défense et de sécurité ont essayé d'aller contrôler ces espaces qui étaient conquis par les Wazalendo. Mais dans l'entretemps, comme troisième paradoxe, c'est que la communauté internationale n'a pas réussi jusque-là à condamner ouvertement le Rwanda. Et le quatrième, c'est que Kigali a continué à utiliser la langue du bois. On a écouté le président Kagame récemment, qui a dit lors d'une interview accordée à Jeune Afrique que les M23 devaient se retirer, mais qu'il n'y avait pas de place pour les M23 au Rwanda. Donc, il façon de dire peut-être que les M23 devaient continuer à se battre pour avoir un espace. Mais en même temps, le président Rwanda a toujours dit que la question du M23, c'est un problème congolais, congolo-congolais. Ah, justement, c'est ça la langue du bois, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui ont confirmé que les M23 étaient soutenus par les Rwandais. Et il y a eu beaucoup de preuves, et donc c'est ça effectivement l'hypocrisie, la manipulation du discours à laquelle on a toujours assisté. Mais aussi un autre paradoxe, c'est que la force régionale n'a pas réussi justement à pouvoir accomplir avec efficacité son mandat. On a vu dans certaines parties les M23, disons la force régionale cohabiter avec les rebelles du M23, mais de l'autre côté on a vu les Wazalendo se mouvoir sous le nez et la barbe de la force régionale. Et après, finalement, on s'est rendu compte que les choses n'avançaient pas du tout. Et c'est dans ce contexte, justement, qu'il faut placer ce qui vient d'arriver, en fait, avec des affrontements où finalement le porte-parole de l'armée reconnaît que les FARDC se sont engagés. Et voilà pourquoi, justement, la population a peur de ce qui va arriver, surtout que la situation humanitaire également se détériore, comme l'a dit votre correspondant basé à Goma, sans oublier le fait que on est dans un contexte effectivement préélectoral où effectivement le pouvoir fait un discours de charme à la population, puisqu'ici beaucoup de gens au Nord Kivu, à l'Est, souhaiteraient que les M23 soient vaincus militairement et non ne souhaiteraient pas en fait qu'il y ait négociation. Mais là, on peut se poser la question de savoir si le gouvernement est réellement a bien préparé pour arriver effectivement à pouvoir se débarrasser des rebelles du M23. Donc, il y a une crainte parce qu'on ne sait pas ce qui va réellement se passer sur le terrain, parce que il y a un écart souvent entre la volonté de vouloir faire la guerre et la volonté de la gagner aussi. Et souvent, la volonté peut ne pas correspondre réellement à la réalité sur le terrain, peut ne pas arriver à faire bouger les choses dans le sens souhaité, puisque la guerre représente toujours quelque chose d'inconnu, d'imprévisible, et là, on ne sait pas effectivement, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle dynamique qui est caractérisée par finalement la violation de cessez-le-feu. Et on attend peut-être voir quelles seront les réactions, n'est-ce pas, des uns et des autres qui sont impliqués dans les processus pour essayer de trouver une solution pacifique à la crise. Professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques, dénonce en France la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est appelle au retour à l'accord de cessez-le-feu et à la cessation des hostilités entre les forces de la RDC, c'est-à-dire les FARDC, et le groupe armé M23. Il y a eu des recommandations issues du processus de Luanda, notamment les cessez-le-feu. Au début,
ces cessez-le-feu avaient été respectés, mais après, les deux parties, on se rend compte qu'aujourd'hui, les deux parties ont violé cet accord. Votre lecture par rapport à cette situation, professeur Moïla Achimbe, est-ce que ça remet en cause finalement tous les processus de paix? Oui, je pense qu'il y a lieu d'avoir une grille de lecture du droit, au lieu de fantasmer sur les malheurs des populations, les morts, les blessés. Je comprends bien que nos compatriotes qui voient matin et soir les morts, les blessés, la faim, la misère, etc., soient totalement dépassés par les événements et qu'ils pensent, sans raison, de mon point de vue, qu'il suffit que la République démocratique du Congo jette son armée dans une guerre et que la guerre permettrait au gouvernement de la République de mettre fin à la présence des terroristes en général et les terroristes du M23 en particulier, dont on dit d'ailleurs qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Donc par conséquent, le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est lui qui a pris l'initiative de faire venir les forces régionales dans le sens de la mutualisation des forces. Qu'est-ce qui était derrière cette idée? La géographie. La politique étrangère des États est dans leur géographie, disait Napoléon. La RDC a 9 frontières avec des pays voisins. Chaque fois qu'il y a des bouleversements, des guerres, des atrocités, dans un pays ou dans l'autre, ça se répercute sur le territoire de la République démocratique du Congo. Madame, il faut se souvenir de ce qu'on a comme conséquence aujourd'hui du génocide rwandais et le déversement sur le territoire de la République démocratique du Congo de près de 2 millions de génocidaires rwandais et autres, avec les conséquences que l'on sait jusqu'à ce jour. Donc par conséquent, je pense que le gouvernement de la République ne doit pas céder à ces pleurs, à ces malheurs qui frappent les populations pour se laisser entraîner dans une dynamique de guerre dont on peut connaître le début et jamais la fin. Par conséquent... Ça veut dire que vous préconisez plutôt le dialogue, la diplomatie. C'est-à-dire que, madame, la République démocratique du Congo est un État de droit. C'est la RDC qui a adhéré librement à la communauté des pays de l'Est. C'est la RDC qui a demandé librement l'entrée sur son territoire des forces des pays voisins, avec un mandat. Et la RDC, comme État souverain, a engagé sa signature au nom du principe de pacta sunt servanda, c'est-à-dire la force obligatoire des traités ou des conventions. Sa parole a été donnée, d'autres pays l'ont rejoint, la communauté internationale également. Il est tout à fait inconséquent qu'un État de droit qui a pris cet engagement et qui l'a honoré jusqu'à présent, jusqu'aux nouvelles que vous donnez aujourd'hui, madame, la République démocratique du Congo a honoré sa parole et sa signature en respectant le cessez-le-feu. Alors, nous n'avons pas d'informations pour savoir exactement qu'est-ce qui aurait milité que les FARDC entrent en guerre ou à tout le moins aillent soutenir les milices privées des Congolais qui, pour des raisons compréhensibles, ils voient dévaster leur pays, ils voient la mort à leur corps défendant, ils pensent que c'est leur devoir sacré de défendre leur territoire. Mais madame, les miliciens, quel que soit l'honneur que nous leur devons, ne doivent pas se substituer à l'armée nationale, les FARDC. Les FARDC est une capacité de sécurité et de défense fondée en droit et exercée conformément aux lois, c'est-à-dire le respect du droit de la guerre. Or, les miliciens, qu'ils soient patriotes, on ne conteste pas leur patriotisme, ne sont pas liés au respect du droit de la guerre, même si les textes du DH les obligent, ils ne les ont jamais respectés. Par conséquent, un État souverain
un État de droit démocratique comme la République démocratique du Congo ne peut pas manger son chapeau blanc en soutenant ses compatriotes qui ne sont pas son armée, dont il ne peut pas répondre. Imaginez-vous si demain on apprenait que ces miliciens ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Qui répondra? Ce n'est pas l'armée nationale qui va répondre. Ce n'est pas le gouvernement qui va répondre. Qui répondra alors? Ce sera l'opprobre sur la République et sur l'ensemble des Congolais. Par conséquent, nous devons souhaiter que le gouvernement de la République sache et regarder. Les temps sont difficiles évidemment. Mais madame, quelle serait la conséquence d'un affrontement militaire? Probablement que le Rwanda souhaiterait l'embrasement de la République démocratique du Congo. Mais ça suppose quoi? Ça suppose qu'on va dire adieu aux élections. S'il y avait un affrontement militaire, et comme les spécialistes, les forces des Nations Unies, les experts des Nations Unies ont attesté que le Rwanda soutient militairement le M23. Si cet affrontement a lieu, madame, il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas d'élection, vous verrez, à Kinshasa ou ailleurs, tous les opposants seront dans la rue pour contester la légitimité du président sortant. Et vous entendrez encore à Kinshasa ou ailleurs de voix pour une énième transition dans ce pays. Avec ce que cela entraîne, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain s'il n'y a pas d'élection, s'il y a une énième transition et comment l'opposition actuelle, multiforme, se comporterait. Alors, au-delà de l'opposition officielle, il y a la société civile. Madame, dois-je rappeler ici que dans le monde entier, l'actuelle société civile, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est un ensemble de politiciens compétents, dévoués, mais qui ne font pas la politique au sens formel du terme du droit et au sens de la science politique. C'est-à-dire, ils ne sont pas membres des partis politiques, ils n'ont pas qualité officielle, mais ils jouent en sous-main le rôle politique réel. Et d'ailleurs, que ce soit en RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, qu'est-ce qu'on constate? La plupart des chefs qui sont devant les sociétés civiles deviennent les politiciens les vrais dans des institutions. Donc, il y a là un marché de dupes quand on entend des communiqués enflammés, la société civile, 10 personnes, 3 personnes, lance un ultimatum à un gouvernement démocratique en lui disant on vous donne 2 jours, si vous ne faites pas ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Merci. Ce n'est plus la République, madame. Merci. Ce n'est plus la République. Merci, professeur Moïla. Avant de donner la parole à Frédéric Amani, on va lire quelques réactions des internautes qui sont très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Constant Ofelo Lombo, depuis qu'on a observé soi-disant le cessez-le-feu jusqu'à présent, aucune amélioration. La situation demeure toujours précaire dans la partie est du pays. Comme le Rwanda continue à envoyer ses militaires sur notre territoire pour massacrer nos frères et extorquer nos minéraux, nous aurions souhaité que le gouvernement autorise nos militaires d'ouvrir le feu ou d'ouvrir, je vais lire ce qu'il a écrit, d'ouvrir la guerre contre ces militaires rwandais qui envahissent notre pays. Et puis Valentin Condé, les FRDC doivent défendre leur patrie comme l'EAC avec le Rwanda. Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. Et puis beaucoup de réactions. Kasirika Masaika dit ceci, nous les Wazalendo, on ne peut pas tenir compte de vos accords, on va se battre jusqu'à la fin de ce théâtre. Voilà. C'est des auditeurs qui nous suivent, des réactions qui tombent pendant que l'émission est en train de se dérouler. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Vous êtes expert sur les questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Votre lecture sur la situation actuelle dans la province du Nord Kivu. Bien, merci beaucoup pour la parole, Madame Kelly. La lecture que nous pouvons faire de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, précisément dans la province du Nord Kivu, est celle-ci.
Nous déplorons les morts et surtout aussi la mort du contingent kenyan et nous présentons les condoléances à la nation kenyane. Mais moi je pense que au regard du communiqué de la force régionale de l'EAC, qui à mon avis m'étonne, dans la mesure où, dois-je rappeler aussi ici, Madame Kelly, que cette force régionale de l'EAC a été déployée depuis novembre 2002 sur base de ce que nous appelons la feuille de route de Luanda et même le pourparler de Nairobi. Et cette force avait comme mission, entre autres, de contribuer ou de faciliter les cessez-le-feu et aussi la reddition du M23. Et donc, je comprends que le communiqué de la force régionale est un aveu d'échec de sa mission de contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie meurtrie. Et du côté congolais aussi, on observe ce que je qualifie un attentisme. Un attentisme dans la mesure où le M23 de temps en temps s'organise, le Rwanda appuie le M23 au regard de rapports d'experts des Nations Unies et d'autres organisations œuvrant dans la région qui ont montré clairement le soutien du Rwanda. Et je persiste, madame, et je signe que dans cette conflictualité à l'Est, il n'y a pas seulement que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda, mais qui, malheureusement, l'Ouganda a réussi à jouer les doubles jeux vis-à-vis de la RDC, malheureusement. Alors, au regard de ces tableaux sombres du soutien du Rwanda et de l'Ouganda et du non-respect de la feuille de route de Luanda par le M23, je crois que le moment n'est plus à l'attentisme du gouvernement congolais, mais d'agir, de poser des actions, n'est-ce pas, par rapport à la provocation. Alors, poser des actions par rapport à la provocation, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que le gouvernement devrait, ou les FARDC devraient s'engager sur les fronts et mener la guerre au M23 et à ses soutiens? Bien, je ne suis pas partisan de la guerre parce que la guerre a des conséquences collatérales. Le professeur Moïla, que je salue en passant, l'a rappelé. On connaît comment on commence la guerre, mais on ne sait pas comment on la termine. Mais moi, je pense, parmi les actions concrètes que le gouvernement congolais devrait poser sur le terrain pour, n'est-ce pas, être maître de son destin sécuritaire dans cette partie, c'était, entre autres, c'est de passer à ce qu'on peut qualifier la matérialisation de l'accord cadre d'Addis Abeba qui voudrait des réformes sérieuses dans l'appareil sécuritaire de l'État. Ça, c'est de un. Et aussi, n'est-ce pas, d'adapter les institutions qui ont en charge la sécurité et la défense aux défis auxquels la RDC est confrontée. Et je crois que ces actions-là permettront à ce que la RDC, tant soit peu, n'est-ce pas, devienne un État capacitaire, non seulement à l'est de la RDC, mais sur toute l'étendue du territoire. Et troisièmement, Madame Kelly, moi je pense que à force de trop parler de cette situation à l'Est, c'est-à-dire montrer que le Rwanda agresse ou le Rwanda soutient les M23 ou le M23 n'a pas respecté l'accord ou la feuille de route de Luanda, ce qui est normal, je crois l'avoir dit sur vos antennes, madame, que le fait que le M23 continue à occuper certaines localités ou continue à ouvrir le feu, lui donne, si vous voulez, droit au chapitre. Tant que le gouvernement n'accédera pas à la demande du M23 des négociations ou des dialogues, eh bien, le M23 aussi n'obtempérera pas à ce que le gouvernement ou à ce que la feuille de route de Luanda exige. Alors, pour pallier à ces déficits-là, moi je pense qu'il est temps aujourd'hui que la RDC, excusez-moi l'expression, cesse de penser que son salut proviendra des EAC, des SADC ou de l'Union africaine, mais son salut proviendra de sa capacité en tant qu'identité politique la mieux organisée. Donc un État capacitaire à se réorganiser au niveau interne, à avoir des institutions, pour paraphraser Barack Obama, des institutions fortes, des institutions
institutions qui répondent aux défis auxquels aujourd'hui la RDC est confrontée. Tant que ces éléments ne seront pas mis en exergue, malheureusement, nous allons continuer à tourner autour du pot et nous allons continuer. Je crois qu'on a un souci avec votre ligne, Frédéric. Allô? Amani. Vous me suivez? Oui, Allô? oui. Oui. Alors, concluez votre première intervention. Oui. Tant que ces éléments précités ne seront pas mis en exergue, on a beau souhaiter le soutien des X ou Y partenaires, mais moi je suis pour la réorganisation au niveau interne et la capacité de l'État à faire face à cette instabilité et par des voies diplomatiques, bien sûr. Autre élément, je vais terminer par là, madame. Un autre élément, je vais terminer. C'est une bonne chose, Madame Kelly et l'ensemble des auditeurs, de souhaiter utiliser les voies diplomatiques pour en finir avec cette instabilité. Mais c'est mieux, et c'est une autre chose, de savoir les manipuler, pour que ces voies utilisées puissent apporter des résultats escomptés. Dans le cas contraire, on sera dans ce que mon professeur Bio a appelé un état spectaculaire, et sans être un acteur agissant des relations internationales. Eli Kashindi Zawadi se pose la question de savoir quel cessez-le-feu qui laisse l'armée rwandaise traverser la frontière et le M23 prendre du terrain. On n'a plus de temps à perdre. Lodi Elijah Dieudonné pense que les FARDC ne doivent pas reculer. Il faut frapper ces terroristes du M23. Jean-Claude Mouindo depuis Bukavu vous demande pourquoi le gouvernement ne compte pas sur les FARDC. Jean-William Bouembe estime que l'EAC c'est une perte de temps. Voilà, on va ouvrir notre standard pour prendre aussi ces auditeurs qui appellent de partout pour donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre dans la province de Kinshasa, oui, on va aller, nous sommes à Kinshasa, je pense, c'est un auditeur de Kinshasa, non, plutôt de Kikwit, un auditeur de Kikwit qui appelle, qui veut donner son point de vue. Ça sera pour vous, professeur Moessi. C'est Katanga Miango à partir de Kinshasa. À mon humble avis, la RDC est victime d'un complot qui ne dit pas son nom au niveau international. Malheureusement, les dirigeants ont une position ambiguë vis-à-vis de cette insécurité, au lieu d'agir une fois comme des responsables numéro 1 de la souveraineté de l'État. À force de continuer à tâtonner dans la recherche de la solution à cette situation, nos compatriotes continuent à mourir chaque jour. Cette force régionale est complice et les autorités le savent bien. Dans des pays sérieux, ce régime devrait démissionner pour son incompétence. Professeur Moessi, l'auditeur nous appelle. Alors, vous avez suivi cet auditeur qui nous a appelé. Qu'est-ce que vous en pensez? Professeur Moessi? Allô? Professeur Moessi, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Alors, vous avez suivi cet auditeur qui vient d'intervenir, qui pense que la RDC est victime d'un complot qui ne dit pas son nom au niveau international. Malheureusement, les dirigeants ont une position ambiguë vis-à-vis de cette insécurité. Oui, en fait, beaucoup de gens évoquent la théorie du complot contre la RDC, mais je crois que, au-delà de l'évoquer, il faut que les dirigeants prennent en charge, assument leur responsabilité qui consiste à assurer la sécurité des personnes, de leurs biens, à défendre l'intégrité du territoire. Et c'est justement par rapport à l'impunité, je dirais en fait que avec les événements que nous sommes en train de connaître, il va falloir que le gouvernement effectivement lève une option, donc prenne une option. Si le gouvernement, la première option pourrait consister pour le gouvernement à s'accrocher à la feuille de route et
tel qu'exigé par la communauté internationale, qui demande à ce que, qui prévoit en fait une série d'activités devant être mises en place, notamment les cantonnements et tout comme ça. Mais aussi, alors si le gouvernement choisissait cette option, ça veut dire qu'il accepterait quelque part de dialogue, pour parler avec les rebelles du M23. Une fois ils auraient accepté de se cantonner, en fait, d'être cantonnés. Mais la deuxième option pour le gouvernement consisterait à faire réellement la guerre, comme le président l'a dit, parce que pour lui il ne serait pas question de négocier. Mais là, il faut se poser la question de savoir si réellement le gouvernement s'est correctement préparé, puisque les dernières fois, on a vu le gouvernement essayer d'attaquer, mais ça n'a pas apporté beaucoup de succès, parce que comme vous le savez, les rebelles étaient partis des collines jusqu'à Bunagana et même jusque atteindre les positions actuelles. Et on croit peut-être savoir que le gouvernement, pendant ces temps, qu'il faisait semblant d'observer les cessez-le-feu, et que tous les acteurs faisaient semblant d'observer les cessez-le-feu, le gouvernement s'est peut-être préparé pour bien faire la guerre. Et là, ça serait justement, c'est l'attente de beaucoup de gens qui souhaiteraient que, effectivement, les rebelles soient vaincus militairement. Mais faudra-t-il que, justement, à cette volonté exprimée par beaucoup de gens, et même par certains hauts responsables du gouvernement, que cette volonté corresponde effectivement à des actions concrètes, à des actions militaires sur le terrain, pour pouvoir effectivement amener l'autre partie à fléchir. C'est ça la grande attente, la grande interrogation, n'est-ce pas, à laquelle que les gens formulent. Et je suis sûr que les jours qui vont arriver vont peut-être permettre de pouvoir vérifier certaines hypothèses, l'hypothèse de savoir si le gouvernement s'est vraiment préparé ou pas. Mais dans tout cela, c'est que tous les acteurs devront savoir que c'est la population qui paye les frais, puisque quand vous arrivez à Kanyaruchinya, comme votre correspondant à Goma l'a dit, et même dans d'autres camps situés du côté de Mugunga, vous avez l'impression qu'effectivement la population souffre effectivement de cette situation de guerre qui n'a que trop duré. Et pour la population, il serait souhaitable que s'il y a une solution militaire, alors il faut qu'elle soit rapide pour permettre à ce que la stabilité revienne. Et si on doit aussi engager une négociation, et que cela arrive afin que la population trouve en fait sa quiétude, puisque il faut dire que continuellement la ville de Goma vit sous pression en fait de cette sécurité qui se déroule tout autour, et il y a eu beaucoup de déplacés qui vivent dans la ville de Goma et même autour de la ville de Goma, et les activités qui se déroulent grâce auxquelles la population trouve de quoi manger, ces activités-là sont mises à difficulté. Et dans un contexte aussi préélectoral, on se pose la question de savoir comment justement on va organiser des élections en privant ces nombreux compatriotes des Rutshuru et même des Massissi la possibilité aussi de pouvoir choisir leur gouvernant. Donc il faut que le gouvernement lève une option, mais aussi la communauté internationale, si réellement elle veut venir à la rescousse de la RDC, il faut qu'elle mobilise tout son potentiel pour amener, n'est-ce pas, les acteurs politiques, les parties prenantes à pouvoir privilégier des solutions qui épargneraient la population de beaucoup de dégâts, de beaucoup de violations des droits de l'homme, et lesquelles ne feront qu'aggraver en fait la situation déjà précaire que vit cette population au quotidien, qui est confrontée, en étant confrontée à cette hémorragie de sécurité qui n'a que trop duré dans la région. Merci professeur Moïla, Disciplek Makassi, coordonnateur principal de l'organisation humanitaire J'appelle RDC depuis la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, pense que normalement le dialogue est le pilier de la paix. Il encourage le dialogue au nom de la paix. Alors on va prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis Kinshasa. Ça sera pour vous, Frédéric Amani. Junior Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa.
la force régionale de l'EAC ne joue pas un franc jeu. Lorsque les rebelles du M23 attaquent et tuent la population civile, cette force régionale est amorphe. Mais lorsqu'il s'agit de l'offensive congolaise, le cessez-le-feu devient une nécessité impérieuse, alors que le processus de Nairobi ne prévoit pas simplement une trêve. Il y a aussi le désarmement des rebelles du M23, de gré ou de force. Et ensuite, leur cantonnement. Pourquoi l'EAC ne rappellerait-elle pas aux rebelles du M23 de se désarmer? Frédéric Amani. Bien, merci beaucoup pour la question de M. Junior Bopongo de Kinshasa. Mais je pense que il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face et de penser que vraiment la force régionale qui a été déployée qu'on travaillerait ou contribuerait effectivement aux efforts de paix et de sécurité, dans la mesure où on ne le dira pas assez que c'était une erreur stratégique d'adhérer à l'EAC et surtout d'avoir autorisé le déploiement de cette force sur les territoires congolais. Et l'inactivité de cette force est à ce titre-là, dans la mesure où la plupart des pays limitrophes ou voisins de la RDC n'ont jamais cessé de manifester leur volonté expansionniste vis-à-vis de la RDC. Et surtout, dans les dilemmes de sécurité, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, profitent de ce principe-là de créer l'insécurité à l'est de la RDC pour qu'ils soient à l'abri des menaces et des ADF ou des FDLR. Alors, moi je pense que le moment est venu où on doit évaluer les efforts diplomatiques, les voies diplomatiques qu'on emprunte pour en finir avec cette instabilité et projeter d'autres stratégies diplomatiques qui vont apporter des résultats escomptés. Et d'aider, je pense que au regard de la situation qui prévaut sur terrain, le moment est venu où la RDC, au travers les quelques ministères stratégiques, devrait, n'est-ce pas, penser une stratégie à mettre en place pour que la paix et la sécurité reviennent. Et enfin, puisque dans toute conflictualité, il y a un gagnant, il y a un vainqueur et un vaincu, et que lorsqu'il n'y a pas un vainqueur et il n'y a pas un vaincu, eh bien, il n'y a pas de honte, comme on a toujours dit, de négocier ou de dialoguer pourvu que la paix et la sécurité reviennent. Alors, le dialogue devrait se faire entre qui et qui? Ça sera votre conclusion, Frédéric Amani. Bien, le dialogue devrait se faire d'un côté entre d'abord les deux États ou les trois États, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, parce que au regard des rapports d'experts des Nations Unies et d'autres organisations, ces pays sont cités comme des pays qui soutiennent les mouvements de rébellion. Et que les dialogues devrait aussi être fait entre, n'est-ce pas, au niveau interne, alors, les différents groupes rebelles et les M23 et le gouvernement congolais, et le gouvernement devrait évaluer les cahiers de charges de chaque groupe rebelle, notamment les M23, et en tant qu'un État souverain, il va décider d'applicabilité ou non de toutes les conditionnalités. Dans les cas contraires, les grands problèmes où la solution, c'est de rendre la RDC à être un État capacitaire en répondant à ses missions régaliennes et en faisant face aux défis auxquels la RDC est confrontée. Merci Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes expert sur les questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar, au Sénégal. Dieudonné Mbouela, qui nous écrit depuis Mbouela, au Congo central, estime qu'il faut à tout prix passer à la négociation avec le M23 au nom de la paix. Prof Mouessi, votre conclusion, nous sommes à la fin de cette émission. Je suis de ceux qui pensent que avant de passer à la négociation, il faut d'abord bien
circonscrire le cadre de cette négociation, parce que si on doit faire une négociation sans avoir suffisamment réfléchi, et au cours les risques de tomber dans les erreurs du passé, parce que c'est pas la première fois que la RDC a eu à négocier avec avec des rébellions, mais à chaque fois après les négociations, on s'est rendu compte que les mêmes causes ont produit les mêmes effets, et donc je ne soutiendrai pas une négociation précipitée qui ne soit pas suffisamment planifiée, qui ne soit pas suffisamment pensée, de peur que l'on ne revienne à la case du départ, mais je n'exclus pas, les cas échéants, la négociation, dans le cas où l'on aurait eu le temps de bien penser cette négociation-là. Puisque quand il y a conflit, il faut toujours se dire qu'il y a des acteurs visibles et invisibles. Et donc, on peut se mettre à négocier avec les acteurs visibles, alors qu'il y a des acteurs invisibles qui n'ont pas été associés. Et c'est que si on faisait à ces lançants d'appareils entreprises, on risquerait effectivement de ne pas vider la question, de ne pas pouvoir solutionner le problème à partir de la racine. Et donc il faut une bonne analyse, n'est-ce pas, vraiment contextuelle pour pouvoir comprendre qui sont réels. Il faut faire une bonne cartographie du conflit pour arriver à savoir qui fait quoi et pourquoi il y a conflit si on doit vraiment négocier. Merci, professeur Augustin Moissi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et chercheur à recherche Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique des Nancy en France. Votre conclusion, professeur? Oui, madame, pour conclure, je peux dire deux choses simplement. La première, le président de la République et le commandant-chef des forces armées. C'est lui qui engage le nom de la République démocratique du Congo et qui défend ses intérêts. Par conséquent, nous devons le supplier et lui demander de comprendre qu'il n'y a pas de honte à négocier avec le M23. Il faut qu'il veuille bien, là, qui peut le plus, peut le moins, qu'il veuille bien accepter, comme disait notre collègue, tout dialogue se prépare. Ça dépend de l'agenda sur lequel va porter le dialogue. Mais le principe de dialoguer avec le M23 doit être accepté. Et d'ailleurs, ça fait partie des engagements de Luanda et de Nairobi. Le gouvernement de la République ne peut pas, au milieu du gué, puisqu'il y a l'opinion de la population qui ne veut pas, dire, bah écoutez, alors à condition, naturellement, d'avoir les capacités militaires, d'écraser l'ennemi et de lui imposer la paix. Donc, et un autre élément, il y a derrière le M23. Oui, j'ai fini, madame. Derrière le M23, il y a les Congolais Banyamulenge. Beaucoup de gens ne veulent pas aborder cette question parce qu'elle est dérangeante. Tant que ces individus, leur nationalité serait en doute, leur présence dans le lieu où ils se trouvent avec d'autres Congolais sera remise en cause, madame, ils se battront jusqu'au dernier de leurs hommes pour être éliminés par la défaite militaire. Tant qu'ils vivront avec cette contestation rituelle de les considérer comme des étrangers, ils se battront, quoi que l'advienne, même les années devant nous. Donc, il faut d'abord décomposer l'affaire du M23, considérer que, quels que soient les égards, les soutiens du Rwanda ou je sais pas quel autre pays, ce sont d'abord les Congolais. Et si ce postulat est posé, on peut discuter avec eux. Merci, professeur Moïla Chiembe. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Alors, bandeko tolandi biso nyonso ndenge bango nyonso wana baza kodiscuter. Soko landi bien comprendre que situation toza nango il faut attaquer bango, mais bango susu baza pour la honte. Bamusu bazo qualifier armée, bazo mona ke armée na biso, nanu tokoki te, motsu wana zopesa lui eza bien te guerre tango ebandaka tebile resilaka te, mais surtout bandeko musu bazo loba na yebi te, so pena, parce que bato wana baza batutsi, ce ne sont pas des Congolais. Bozomona ke o voilà soto bani guerre, tokoyeba te ndenge kosuka,
qu'est-ce qui va se passer au juste, nini kosalama en tout ça. Mais biso tango tozoloba na bango, bango bazoyoka te. Ba modèle ndenge wana. Biso to supporter kaka. Bana mboka. En tout cas, tout élément, pas ces citations, mais sur les terrains. Ba Congolais belé baza pour que toi attaquer ba on sur le sile. Mais il y a une partie à Batumusu surtout éviter. Bango pona bango bazomona que voilà négociation et tout ça. Mais négociation ça makambo ya bandoki ya Congo. On peut pas négocier avec ces gens. Batouana baza batutsi Rwandais. Baza na besoin de continuer la même vision wana. Ba continuer la même masolo que tous ana bango alors que biso jamais possible. Parce que ce n'est pas possible. Toko ndimati. Toko telema pona mboka na biso. Pe toko gagner match oyo. Bango pe bakoyoka ça. Alors bana mboka, il est temps. Tout élément. Parce que ce qui se passe à l'est. En tout cas, bango bazomona biso le quoi tout ça va faible. Et puis boyebi ke makama guerre ça complot international. Balimbo na biso progresser. Bazonga bazongisa système à Kagame oazaki nango pendant les 18 ans. Et loko yo gouvernement Fatima liko yo kabilo pa mateke ba Rwanda ba commencer ko dirigeaka na kati armée na biso. Et c'est na kati ya armée ba biso sakuna. Alors bana mboka ba musuba zolo ba to attaquer musuba zolo ba attaquer. Et comme tant peut ça va commenter biso nyonso. Mais yebake eza démocratie batu mususu bazana ba ide na bango ba kopesa mais biso to telema pour l'intérêt ya mboka. Donc situation est grave. Au monde a clairement été il faut attaquer bateau peut aussi les sabango bala moko. Comme ça match sili to gagner terrain et tout c'est fini. Alors bana mboka tala et l'autre ntoloba boko yoka na mikole koya mokolo ka boyoka EAC akei boko mona ke tozana armée parce que non la débat ba musu bazondi mateke armée ko makasi et le zo pesanga kanda ndengo. Alors bandeko eza pasibe mawa to landi biso ya ce débat bino ko commenter sikoyo comment tika ngona bino ba Rwanda ba yebaka guerre atatu kena opsuka suka biso za ba vainqueur. Mais pas de négociation na ba terroristes. Au revoir. Vous continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.